Buonasera e benvenuti a questa serata dedicata a un ospite davvero fuori dal comune, un ospite d'eccezione, come sentirete, per competenze e per percorso professionale. Benvenuto a lei, Peter Maurer, e grazie moltissime per aver trovato il tempo, malgrado un'agenda molto carica, seppur da pensionato, per fare una piccola deviazione su Lugano e ripartire poi prontamente per altri impegni domani. Vedo parecchi volti noti, ma anche volti nuovi. Allora desidero forse fare due parole di premessa per ricordarvi semplicemente che la tematica di questa sera si inserisce in un ciclo partito su due spunti. Il primo, come potete immaginare, l'interruzione o la rottura piuttosto dei negoziati tra la Svizzera e l'Unione Europea, che ha suscitato evidentemente numerosi interrogativi, numerosi problemi e una progressiva erosione, anche lei molto problematica, degli acquisiti con gli accordi bilaterali. Secondo evento si è imposto nel seguito, malgrado premesse allarmanti, è quello dell'intervento russo in Ucraina, preceduto, come sapete, da tafferugli già in Georgia, l'occupazione della Crimea, e seguito da eventi ancora più gravi e recenti tra Iran, Russia, Israele, Hamas. Per questa ragione abbiamo affrontato tematiche inizialmente principalmente focalizzate appunto, sulle conseguenze della rottura dei negoziati con l'Unione Europea, quindi il mercato dell'energia, la neutralità in un primo momento, e poi siamo passati rapidamente a temi invece più legati proprio all'attualità, diciamo bellica, per utilizzare un aggettivo che copre un po' tutto il problema. La serata di questa sera in realtà è lei stessa complementare rispetto a due serate precedenti. La prima l'abbiamo passata in questa sala in compagnia di Sasha Zala, ricorderete, direttore dei documenti diplomatici svizzeri, con il quale abbiamo focalizzato l'attenzione sul concetto di neutralità, diritto della neutralità e politica di neutralità nel suo divenire storico. Diciamo, l'evento successivo non era proprio focalizzato sullo stesso tema, ma indirettamente incontrando l'ambasciatore Ernst Iten e rileggendo con lui le memorie da poco pubblicate, abbiamo passato in rassegna una serie di tematiche sul terreno, per così dire, che integravano la visione dataci da Sasha Zala, poiché ripercorrendo la carriera di Ernst Iten abbiamo sostato su una presa di ostaggi in Colombia, su un'altra presa di ostaggi in Iran e l'offerta da parte svizzera di curare gli interessi americani da partire dall'81-82. Abbiamo parlato di buoni uffici anche durante il conflitto delle Falkland, delle Malvine, dove la Svizzera è presente con appunto Ernst Iten, e in seguito, guarda caso, proprio le ultime battute, le ultime fasi della sua carriera in Israele, al momento in cui era ancora pensabile trovare una soluzione diplomatica, o si è cercato di trovare una soluzione diplomatica al conflitto latente. Un ultimo episodio, anche quello merita di essere ricordato, poiché complementare rispetto al vasto tema non solo della neutralità ma anche della politica estera svizzera, è la fase finale della sua carriera diciamo, in una diplomazia culturale, in quanto delegato a Parigi presso la Francofonia al momento in cui si discuteva il dossier UNESCO e l'inserimento di alcuni siti anche svizzeri nel patrimonio mondiale. Il terzo evento sul tema l'abbiamo affrontato con due divisionari, Jean-Daniel Mudry e Maurizio Datrino, in giugno, e abbiamo messo l'attenzione sulla dimensione di sicurezza della neutralità, per commentare, approfondire e cercare di capire al meglio
le affermazioni di qualche mese precedente del capo dell'esercito Thomas Süßli, che avevano suscitato parecchio scalpore allorquando disse che la nostra capacità di difesa in realtà si limiterebbe a poche settimane. E quindi, conseguenza diretta, il quesito posto poi anche dal Consiglio federale in un rapporto specifico sulla politica di sicurezza, la necessità di avviare o di trovare delle maniere per collaborare più strettamente con l'Unione Europea o con la NATO. Voilà. L'intervento di questa sera con Peter Maurer ci permetterà, secondo me, di fare un po' la sintesi di tutto questo bel percorso, perché, come molti di voi sapranno, Peter Maurer ha avuto una lunga carriera estremamente densa, interessante, con alte responsabilità in diversi momenti. Ricordo che Peter Maurer è un bernese d'origine, nato a Thun nel 1956, mi sembra. Si è formato come storico e come giurista, direi, diritto internazionale all'Università di Berna, dove si è laureato. Mi corregga se sbaglio qualche data, perché così a memoria. Mi pare che nell'87 lei è entrato al servizio diplomatico con incarichi in sede, come tutti, come richiede lo svolgimento abituale, e all'estero, mi pare in Sudafrica principalmente. Ma la cosa che vorrei ricordare di questa prima fase, un decennio circa dall'87 fin verso il 94 mi sembra, è che in quel momento Peter Maurer ha potuto partecipare alla redazione del rapporto neutralità 1993, che come ricorderete, forse chi ha seguito la conferenza con Sasha Zala ha avuto veramente un ruolo cerniera molto importante. Ha segnato una svolta nel nostro atteggiamento sul tema della politica di neutralità, in particolare rispetto alla problematica delle sanzioni. Ma l'ambasciatore ci dirà sicuramente altri elementi più importanti di questo documento e di questa fase di riflessione. Dal 94 in poi Peter Maurer avvia una seconda fase della sua attività diplomatica, prima come osservatore presso la missione permanente delle Nazioni Unite e poi a partire credo dalla fine degli anni 90 come rappresentante ambasciatore e rappresentante permanente presso le Nazioni Unite a New York. Quindi una fase in cui l'etichetta, se volete, è proprio la multilateralità, l'esplorazione di questo vasto ambito dove si trattava di tessere nuove relazioni per una Svizzera che aveva da poco o che avrebbe da poco raggiunto le Nazioni Unite nel 2002. Successivamente inizia, penso che lei è rimasto fino al 2010? No, sì, 2010. Dopodiché subentra un incarico ancora più, diciamo, prestigioso, senz'altro, ma soprattutto di responsabilità e di visione d'insieme come segretario di Stato per la politica estera presso il Dipartimento degli Affari Esteri, dove all'epoca si trattava ancora, credo, di coordinare e supervisare tutte le divisioni, erano 5 a quel momento, del vasto Dipartimento degli Esteri. Peter Maurer vi rimarrà per circa 2 anni, dopodiché è stato scelto come presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, un incarico che poi ha occupato per oltre un decennio fino al pensionamento nel 2022. Voilà. Non voglio dilungarmi ulteriormente, vi sarebbero altri aspetti, le numerose onorificenze ricevute, eccetera. Di questo forse riparleremo dopo, però vorrei ricordarvi quattro punti, appunto, la neutralità, il multilateralismo, l'integrazione europea, poiché negli anni in cui Peter Maurer fu segretario di Stato era il momento in cui erano stati ottenuti i negoziati bilaterali e si guardava già verso un accordo quadro più solido, più completo. E poi l'ultima fase, che è un po' il tema di questa sera, almeno inizialmente, la diplomazia umanitaria.
4 punti, 4 elementi, 4 fasi della sua brillantissima e preziosa carriera, sulle quali abbiamo pensato di riproporvi un tour grazie al protagonista. A lei la parola, ambasciatore. Grazie tanto per questa introduzione. Io vi parlo in francese stasera perché comprendo tutto in italiano, però non mi manca un po' la terminologia tecnica per parlarci in italiano. Dunque le mie proposte iniziali le faccio in francese e dopo possiamo parlare un po' in tutte le lingue di Svizzera come volete. Moi, j'ai réfléchi comment je vais vous présenter la thématique choisie pour ce soir et je me suis dit, je vais terminer sur la neutralité et la politique humanitaire, mais je veux d'abord, vu aussi toutes les conférences que vous avez déjà eues, j'aimerais commencer d'abord à vous brosser un tableau de comment se présente l'environnement international. Quelles sont, selon moi, les pistes qui nous permettent de réagir à un monde de plus en plus déstructuré? Et pour en terminer, la question comment positionner la Suisse et comment valoriser, revaloriser, transformer, réinterpréter les valeurs traditionnelles de politique étrangère suisse à la lumière de ce monde qui est en train de changer. Alors, très brièvement, pour commencer, des fois, quand je lis les commentaires de journaux en Suisse et les jugements sur le monde international, il me semble que je suis surpris à la surprise des gens en Suisse quand il y a tout d'un coup des développements de guerre, de violence, des éclatements de violence, alors qu'en fin de compte, depuis une vingtaine d'années, on est tous conscients de certains développements qui vont dans le sens négatif. Il y a certainement tous les changements de pouvoir et toute la diffusion de pouvoir vers le sud, vers l'est. Il n'y a plus quelque part une, deux ou trois puissances qui seules pourraient gérer ce système international. Il y a une multiplication de pouvoirs et le pouvoir est en train de se divulguer vers le sud et l'est. Ça mène à certaines instabilités dans le système international. Les structures multilatérales visiblement ne fonctionnent pas et ne sont pas capables de gérer les problèmes que ce système crée. On voit ça aux questions de changement climatique, de guerre, de conflits. Tous les biens publics globaux sont en fait mal gérés par les instances parce que ces instances ne reflètent pas la réalité de pouvoir qui est en train de se transformer. Cela crée des tensions dans le système international parce que la réalité institutionnelle ne correspond pas à la réalité de pouvoir dans ce système. Je pense nous avons vu aussi que les nouveaux pouvoirs qui sont en train de se créer, les nouvelles alliances, ne sont pas encore capables de gérer à eux-mêmes les défis de ce monde international. En même temps, il y a le cumul des développements qui sont des développements de décennies, n'est-ce pas? Les changements climatiques, les migrations, la pauvreté structurelle dans le système international, les inégalités qu'on oublie souvent, et ce sont tous des développements qui vont dans le négatif et qui posent les États, les structures internationales devant des problèmes et sont difficiles à gérer. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il y a des endroits et des moments où tous ces développements s'entrecroisent et créent des fragilités, des développements, des violences qui, quelque part, ne peuvent plus être gérés par les acteurs principaux de ce système international.
Il y a les questions de plus en plus contestées de gouvernance, alors que peut-être il y a 20 ans, il y avait encore un leadership américain qui était quelque part prépondérant dans le système et qui était respecté par la plupart des acteurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cela crée des questions de gouvernance dans le système parce que non seulement il y a tous les problèmes que je viens de mentionner, mais il y a la légitimité du système lui-même est contestée. Parce que les acteurs du Sud, les nouveaux acteurs émergents du Sud et de l'Est, ne sont pas prêts à accepter tout simplement le leadership occidental occidentalo-européen. Et donc, il y a une contestation même de ce système international qui est assez patent. Donc, pas de surprise en fin de compte quand on voit émerger des conflits régionaux, des tensions dans le système, si quelque part le développement des sociétés et du système international va quelque part dans le mauvais sens. Et si on regarde un peu quels sont les mots avec lesquels ce monde est caractérisé aujourd'hui, c'est vraiment fragmentation, parce qu'il y a fragmentation de pouvoir, c'est instabilité, c'est imprévisibilité, c'est insécurité, c'est polarisation au sein des sociétés et dans le monde international. Voilà, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses positives aussi du monde, mais quand on veut donner quelque part une image réelle de pourquoi nous percevons ce système international comme un système en difficulté, c'est parce que le cumul des problèmes des derniers 20 à 30 ans est en train de causer des problèmes énormes aux pays, aux alliances, aux régions, au système dans son ensemble. Maintenant, si je viens au deuxième point, j'aimerais vous proposer, pour ne pas quelque part donner un ton de désespoir et de pessimisme, j'aimerais quand même dire que je vois quelques pistes qui sont intéressantes et que peut-être avec des changements un peu plus importants, on pourrait avoir une mainmise plus saine et plus durable sur les problèmes qu'on est en train d'accumuler. D'abord, le premier point, c'est ce que j'appelle le renouvellement de la diplomatie. Moi, je suis des fois un peu surpris, encore une fois, quand on lit les réactions du public. Il est clair, on peut quelque part objecter sur beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde, mais combien, quelque part, la dimension négociation, dialogue, trouver des compromis sont délégitimées par rapport aux notions de positionnement, de clarté, de conflit en fin de compte, même si on est aussi quelque part conscient que on ne va pas trouver des solutions en tout simplement affirmant nos positions pour ou contre une chose qui est en train de se passer. Et je pense, vous avez commencé vos débats où vous étiez initiés un peu en tant que groupe lors du conflit d'Ukraine. C'est un cas d'exemple, n'est-ce pas? Personne ne conteste l'illégitimité ou l'illégalité de ce qui était en train de se faire. Mais il est aussi problématique quand on écarte du système international toute notion de négociation et de dialogue, parce que la Russie, pas de surprise, elle est là toujours. Poutine est là toujours. Netanyahou va être là encore pour un certain temps. Et beaucoup d'autres acteurs qui ont violé le droit international restent là. Et en tant que diplomate, je pense qu'il est important, et en tant que pays, il est important qu'on maintienne l'idée
de recherche par des moyens diplomatiques de solution sur les conflits. Cela n'enlève en rien la nécessité d'être clair par rapport au positionnement, mais je pense quand on écarte carrément l'aspect diplomatique des relations internationales, on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est un manque de dialogue, un manque de compréhension et un manque de perspective qui pourrait nous mener à une résolution des conflits. Il est clair qu'une fois qu'on commence à discuter, il y a des dilemmes importants qui se posent. Il y a des dilemmes entre droit et pouvoir, n'est-ce pas? Il y a quelque part des dilemmes qu'on ne peut pas tout de suite résoudre, mais en fin de compte, les diplomates ou la diplomatie, elle est là pour trouver des solutions avec ceux qui ne sont pas d'accord, plutôt que tout simplement d'être une entreprise de gens qui se parlent gentiment sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Et je pense qu'il est important de se rappeler de cette fonction importante quand on se plaint du monde et de ce qui est en train de passer. Il faut reconnaître qu'on pourrait peut-être moins se plaindre si on investissait davantage dans la recherche de solutions négociées. Je dis ça aussi par rapport, et Verio l'a dit dans son introduction, par rapport à mon expérience sur la politique humanitaire. Il est clair que la Suisse et le CICR sont deux choses différentes. Mais j'ai aussi appris que combien de fois et combien de conflits j'ai vu où on croyait impossible de négocier quoi que ce soit, qu'on croyait impossible parler à quelqu'un, alors qu'en fin de compte, toute la base d'un travail humanitaire, c'est qu'on négocie avec les belligérants pour avoir un espace neutre et impartial pour assister et protéger des gens. Et donc, personnellement, j'ai vu, quand on investit, même dans les conflits les pires sur lesquels on est en train d'être exposé, avec les pires politiques qui sont en train d'être représentés par les pires personnes, et même si on y croit et on négocie avec persistance, on peut négocier des arrangements qui font du bien aux populations. On peut parler aux militaires, on peut faire respecter le droit international humanitaire. Cela ne dit pas qu'on aura toujours le succès d'avoir les arrangements qui respectent le droit international humanitaire, mais on aura des progrès. Et donc, je suis convaincu plus que jamais qu'on écarte trop aujourd'hui, soit en politique humanitaire, soit en politique internationale tout généralement, l'aspect diplomatique, négociation, compromis, et on favorise davantage l'aspect positionnement, conflictualité et non-dialogue. Et je pense que le résultat de cette situation est celui que nous observons. Il faut recentrer, je pense, la balance entre positionnement clair et négociation et diplomatie. Une deuxième question, une deuxième perspective qui me semble importante, elle est aussi très chère à notre Suisse et à notre politique étrangère suisse, qui pour de bonnes raisons met quelque part la défense du droit au centre de la politique étrangère. Et je suis le dernier de contester qu'il faut le faire. Mais quand le droit devient l'instrument du combat politique, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, si la condamnation au nom du droit devient en fin de compte la devise de politique étrangère, je pense qu'on est mal parti par rapport au premier point que je viens de soulever, l'importance d'un dialogue. Et là encore, l'humanitaire peut nous enseigner 2 ou 3 choses. On peut être très clair par rapport à la violation du droit ou à l'importance de maintenir les normes internationales et en même temps
négocier avec ceux qui violent des arrangements qui les amènent vers peut-être un comportement meilleur. On a aujourd'hui ce que les Américains appellent le lawfare. On utilise le droit pour délégitimiser l'adversaire politique. Et je pense, si autant il est important de maintenir cette idée, surtout en tant que petit et moyen pays, du respect du droit, il faut en même temps aussi ouvrir comment nous pensons du droit. Le droit peut être un guide de négociation de solutions. Le droit peut être un guide pour changer les comportements. On peut influencer les sociétés qui soutiennent quelque part ces violations pour réamener les militaires, les forces de police à respecter l'ordre. Je pense la restriction du droit à tout simplement un instrument de politique est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et donc une politique étrangère dépend aussi de la capacité de maintenir une défense crédible du droit, alors qu'on reste ouvert sur le fait que d'autres, peut-être, comprennent ce droit d'une manière légitime mais différente. Et je pense, dans ce monde fragmenté qu'on est aujourd'hui, on n'est malheureusement pas d'accord sur beaucoup de choses et sur beaucoup d'interprétations du droit. On ne peut pas imposer notre lecture, on ne peut plus imposer notre lecture. Et cette situation, elle crée des tensions dans le système parce que le monde occidental, il a perdu, ces dernières années surtout, la capacité de définir ce qui est le droit et comment il faut le comprendre. Et quand on est dans cette situation, il vaut mieux dialoguer sur une compréhension commune de ce que pourraient être les normes qui nous réunissent au lieu de réfléchir seulement sur les normes qui partagent. Nous avons vu que l'Occident a perdu cette capacité. On l'a vu par exemple dans la question des sanctions, n'est-ce pas? Après septembre 2001, le monde entier a suivi les sanctions américaines contre Al-Qaïda. Encore en 2012, les Chinois, les Russes, les Indiens, les Brésiliens, ils ont respecté les sanctions contre la Syrie. Mais en 2022, ils n'ont plus respecté les sanctions contre la Russie. Même la Turquie, membre de l'OTAN, n'a plus respecté. Les pays du Golfe n'ont plus respecté. L'Inde, le Brésil n'ont plus respecté. N'en parlons pas des Chinois. Et donc, on voit dans ces développements que ce que nous avons compris légitimement comme notre interprétation du droit n'est politiquement plus soutenu. Et dans cette situation, il faut réfléchir comment on maintient un dialogue avec le monde sur l'importance du droit, et ce ne va pas jouer si nous espérons ou si nous essayons tout simplement d'imposer nos perspectives. Le troisième point que je voulais un peu relever et sur lequel j'ai travaillé depuis quelques années, mais surtout maintenant que je ne suis plus responsable du CICR et la politique étrangère suisse, c'est vraiment comment nous gérons les problèmes globaux tels que le changement climatique, le développement, la pauvreté, et un réflexe traditionnel dans nos sociétés, en Suisse et partout, c'est tout simplement de demander l'augmentation de l'aide. C'est assez facile, hein? On a des problèmes qui augmentent. Il y a quelque part une pseudo-rationalité qui dit qu'il faut avoir plus d'argent. Moi, je suis de plus en plus sceptique que c'est la bonne approche. J'ai vu la défaillance
des aides qui s'augmentent d'une manière non réfléchie. Je reste convaincu qu'il faut aider dans certaines situations, mais en même temps, j'ai aussi vu l'impact néfaste des aides qui tout simplement se basent sur dépenser de l'argent de contribuables qui est collecté dans une partie du monde pour en dépenser dans l'autre partie. Politiquement, nous perdons de plus en plus de légitimité sur ces politiques. Et je pense qu'il est important de réfléchir, mais comment pourrions-nous mieux adresser les questions de société, de pauvreté, d'inégalité, de changement climatique. Et je suis sûr que les investissements à impact sont une idée prometteure que, aussi en politique étrangère suisse, pourrait être plus amplement soutenue. On ne peut plus tout simplement donner de l'argent à éternité avec la longévité des conflits, avec l'impact énorme des conflits. Ces conflits et les impacts de ces conflits ne sont plus finançables. Et quand ils sont plus finançables, il faut trouver un système de financement plus durable. Et le seul financement plus durable est un financement qui essaye quelque part d'avoir des retours sur un capital mis à disposition. Et je pense que notre grande erreur est de sous-estimer ce que beaucoup de sociétés peuvent faire elles-mêmes. J'ai été toujours surpris, même au CICR dans certains endroits, de voir qu'on est facilement en train de monter des opérations d'aide, alors qu'en fin de compte, les sociétés étaient beaucoup plus débrouillardes, beaucoup plus industrielles, beaucoup plus entrepreneuriales qu'on le pensait, et donc l'aide avait des effets négatifs et quelque part démotivantes sur ces sociétés qui savent davantage faire. Et je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui en politique étrangère, mais comment pouvons-nous mobiliser du capital pour diminuer les risques de ces investissements privés et en même temps faciliter les investissements et les soutiens aux entrepreneurs, aux petites entreprises dans certains des pays divisés, pauvres, en conflit. Et on voit aujourd'hui que si on fait ces essais, et c'est la nouvelle philosophie aussi du nouveau patron de la Banque mondiale, on arrive à des résultats beaucoup plus prometteurs qu'en tout simplement dépensant de l'argent sur des politiques d'aide qui sont démobilisatrices pour les sociétés. Et le dernier point que je voulais mentionner dans ce contexte, c'est vraiment les questions de gouvernance que je me mettrai avocat à les traiter d'une manière plus pointue aussi en politique étrangère. Et en politique étrangère, la Suisse. Comme j'ai mentionné au début, aujourd'hui, il n'y a plus seulement la complexité des problèmes dans le système international, il y a aussi le questionnement de qui prend les décisions, comment on prend les décisions, quelles décisions on prend, donc classiquement des questions de gouvernance. Et je pense aujourd'hui, on est dans un autre cas de figure que peut-être d'autres conflits qu'on a vus par le passé. C'est les problèmes même qui sont là, mais c'est aussi la légitimité, comment traiter les problèmes qui est contestée. Et si cela est un problème, il faut s'en occuper en politique étrangère. Cela m'amène à quelques remarques un peu conclusives dans cette première phase de notre interaction.
La politique étrangère, la Suisse, elle a souvent été exprimée en termes de principes et de droits. Et il n'y a rien contre les principes et les droits. Mais je pense qu'il faut ajouter une autre perspective qui devient de plus en plus importante. C'est que la Suisse va trouver son rôle à niveau international comme pays qui propose et qui a quelque chose à offrir pour trouver des solutions aux problèmes globaux. Et les problèmes et les solutions aux problèmes globaux, ils ne viennent pas des principes. Les principes peuvent nous guider dans la manière dont on propose, dont on cherche, comment on travaille. Mais les principes ne sont pas là pour trouver des solutions. Ce sont des principes qui nous guident, mais pas des solutions. Et c'est un peu de ça que je me fais l'avocat. Moi, je suis le dernier qui pense qu'il faut jeter la neutralité par la fenêtre. Mais il faut la réinterpréter d'une manière à être capable à soutenir la résolution de problèmes. La neutralité peut être un bon motivant de parler tout azimut, de négocier avec tous ceux qui ont quelque chose à contribuer. La neutralité peut être une force de convoquer les gens pour discuter des problèmes. La neutralité peut être une neutralité qui a une perspective sur ce monde et les problèmes du monde, et donc elle sera comprise par le reste du monde comme un élément qui est sympathique aux problèmes des autres et non pas qui essaye de contourner avec le mot neutralité des régimes de gouvernance qu'on n'aime pas tellement. Et aujourd'hui, c'est malheureusement ça la perception de la neutralité à l'extérieur de la Suisse. C'est que chaque fois, la Suisse, quand elle ne veut pas quelque chose, elle invoque neutralité, mais cela nous amène nulle part. Et donc, cela ne nous amène pas à être un défenseur crédible et un endroit crédible de solution de problèmes. Je pense en Suisse, il y a tellement de capacités, de savoir, de professionnalisme sur la gestion des problèmes, sur la transformation digitale, sur la solution aux problèmes très techniques, n'est-ce pas? Regardons déjà ce que nos universités produisent, ce que notre recherche produit, ce que notre industrie produit, pour trouver des solutions aux problèmes d'eau, aux problèmes d'énergie, aux grands problèmes qui occupent les gens dans le monde. Et donc, politique étrangère est aussi mettre ces gens ensemble, mettre le professionnalisme qu'on a développé dans notre société, qui contribue aux richesses de ce pays, aussi à disposition du reste du monde. Et puis, il faudra, en politique étrangère, la Suisse, ne pas utiliser, comme j'ai fait allusion, la neutralité comme un système de défense pour continuer des choses qui ont des difficultés à trouver la légitimité à niveau international. La place financière suisse, elle est ce qu'elle est, mais et donc invoquer la neutralité pour avoir moins d'interférences législatives et de gouvernance sur la place financière suisse, je pense que c'est une mauvaise recette de politique étrangère, parce qu'elle sera perçue par le reste du monde comme ce qu'elle est, quelque part, l'effort de ne pas contribuer, mais tout simplement de défendre une position qui est considérée comme précairement légitime, sinon illégitime. Et donc, je pense que c'est dans cet esprit qu'il faut penser neutralité de la Suisse, qu'il faut repenser neutralité dans une manière à être capable
à contribuer et non pas à augmenter sa capacité de se défendre. Et en même temps, si je parle de politique humanitaire comme j'en ai fait allusion, c'est parce qu'on était à l'origine de cette idée d'humanitaire, et cette idée humanitaire, elle était en fin de compte une idée de dialogue dans la pire situation de conflictualité. Et donc le pays doit rester capable à être quelque part un carrefour de dialogue dans les pires des situations, au lieu de nécessairement être celui qui vient encore aussi s'ajouter aux divisions, à la polarisation, aux difficultés de résoudre les problèmes. Je suis sûr que j'ai provoqué un peu avec ces propos introductifs, parce que normalement je provoque, mais je suis aussi sûr que vous avez beaucoup de questionnements et beaucoup d'idées de votre part, et je suis toujours beaucoup plus intéressé à vous écouter et à écouter vos questions. Merci pour une première fois. Ah, c'est moi qui... C'est moi qui suis... qui dois vous remercier, puisque vous avez donné un regard d'une telle ampleur, d'une telle envergure, même qualitative, que j'ai de la peine à trouver les mots pour ajouter quelque chose. C'est donc plutôt maintenant qu'il s'agit de nous aider à peut-être à déconstruire, à décortiquer un tout petit peu les différentes affirmations que vous avez faites. Continuo forse ponendole una prima domanda. Abbiamo un parterre particolarmente preparato, ci sono persone che hanno sicuramente strumenti e attrezzi di comprensione anche su questa tematica, sicuramente più preparati di me, quindi avrete sicuramente l'occasione di intervenire, non esitate a farlo. Io pongo alcune domande proprio per cercare di andare oltre questo sguardo così ricco e articolato che ci ha dato l'ambasciatore. Sentendo lei, non soltanto per l'esperienza che ci porta, ma per la sofisticazione, la complessità della sua analisi, mi chiedo, pensando a domande molto semplici che vengono poste normalmente al cittadino, sulla neutralità, cosa ne pensa, cosa capisce della neutralità, qual è la sua percezione odierna della neutralità, mi sembra di constatare, addirittura anche nella classe politica, come viene trattato il tema della neutralità, mi sembra che ci sia un noiato quasi incolmabile tra il savoir-faire di un esperto come lei e di sicuramente molti altri nostri diplomatici, e la percezione non solo del cittadino ma anche politicamente di quello che dovrebbe essere questo nuovo ruolo. Non è una difficoltà, non dico insormontabile, ma comunque una grande difficoltà nel trovare, nel sollecitare il professionalismo al quale lei ha fatto riferimento per individuare nuove soluzioni. Moi, j'ai jamais l'impression qu'il y a un tel écart. Moi, je pense la grande majorité du peuple suisse ne veut pas que le pays s'enlise dans les conflits. Il ne veut pas participer militairement au conflit, et je pense au lieu peut-être dans des situations comme celui de l'Ukraine de chercher des moyens de quand même participer qui causent des problèmes à la plupart des Suisses qui comprennent la neutralité comme une moyenne de rester en dehors de la conflictualité. Je pense il n'y a pas de quelque part de conflit entre ma perception au monde et ce que je perçois comme être un sentiment de grande majorité du peuple suisse. Là où je constate un hiatus,
c'est quelque part l'idée de vouloir décortiquer et désamorcer la neutralité ou les devoirs de neutralité juridique et de les assouplir pour pouvoir participer militairement à des conflits internationaux. Là, on a un pays au moins divisé, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que la grande majorité du peuple n'est pas très enthousiaste parce qu'instinctivement, la population suisse sait que dans la plupart des conflits auxquels on est confronté dans le monde et sur lesquels on lit dans les journaux probablement, il y a 2 ou 3 ou plusieurs vérités. Et je pense une grande partie de la population, elle est plutôt prudente par rapport à un engagement militaire. Et en même temps, je vois ce peuple suisse toujours très engagé sur les problèmes internationaux. On est un des pays dans lequel la population est la plus généreuse. Donc, il y a un intérêt à participer à la résolution des problèmes internationaux. Et donc, la question est de savoir comment on participe, quelle est la meilleure manière, la manière la plus efficace de participer. Et là, j'ai essayé de donner 2 ou 3 exemples qui peut-être sont des changements par rapport à la manière dont on a participé par le passé. Mais donc, je ne vois pas de grande différence entre ce que je vous ai proposé ce soir et ce que je perçois comme être un souci d'une majorité de la population suisse. Je vois un écart entre la facilité avec laquelle quelques dirigeants suisses se portaient avocats de joindre des alliances quasi militaires ou militaires pour participer à une guerre sur laquelle on n'est pas nécessairement convaincu. Donc, je pense, c'est comme ça que je vois. Hein. Encore une fois, je ne vois pas de grande conflictualité entre un engagement d'un côté et une restriction d'engagement militaire sur lesquels je perçois un grand scepticisme continué en Suisse. Mais peut-être, vous me dites que je suis tort dans ma perception, n'est-ce pas? Pongo la domanda forse con un'altra sfumatura, senza svilire il tema. Se capisco bene, lei non è così preoccupato, ad esempio, di come voterà la popolazione svizzera sull'iniziativa che vuole una neutralità integrale, che vuole irrigidire la politica di neutralità, che secondo me, se dovesse passare, sarebbe un ostacolo per l'applicazione di diciamo, di una idea di neutralità più flessibile, quale lei l'ha descritta. Pour des raisons de principe, je ne trouve pas tellement bien l'idée de mettre dans la Constitution un concept de neutralité figé et intégral, parce que je pense que la neutralité en tant que concept doit évoluer avec le monde, doit évoluer avec les crises et doit être capable d'avoir une interprétation originale qui nous permette de participer avec nos moyens à la résolution de conflits. Donc, la neutralité, figer la neutralité en constitution et enlever de facto au Conseil fédéral un droit de formulation de politique étrangère, je trouve ce n'est pas la bonne manière de faire. Mais cette initiative, elle risque d'être approuvée par le peuple suisse si en Suisse on continue à penser qu'on peut contourner les obligations de droit humanitaire à ne pas participer à des crises par toutes ces discussions qu'on a eues pendant des mois sur les chars et
et l'exportation d'armes. S'il y a un endroit où il faut être conséquent par rapport à la neutralité, c'est le droit de neutralité, pour aussi quelque part respecter que la population suisse a des soucis par rapport à l'engagement du pays qui peut nous enliser dans les conflits. Et donc, l'une chose pour moi n'est pas différente de l'autre, c'est de chercher quelque part le soutien pour une politique internationale proactive et participante à la résolution de problèmes globaux, et en même temps d'être très prudent et plutôt restrictif par rapport à la manière dont on utilise le droit de neutralité et qu'on l'interprète, n'est-ce pas? Et je pense que c'est là, la question c'est de trouver une balance, mais je pense que c'est aussi de la mauvaise fiction de penser que avec un article dans la Constitution, on peut quelque part arrêter les problèmes du monde. On peut figer et enfermer la politique étrangère dans une interprétation du moment où on vote, mais en fin de compte, on ne peut pas développer et interpréter cette politique. Et la politique de neutralité, elle est toujours différente dans toutes les phases depuis 1815. Elle a connu des interprétations très différentes, mais dans un aspect. Jusqu'ici, on restait quand même très conséquent. Et c'est le respect des restrictions qu'on s'impose en tant que pays neutre à la participation militaire, directe ou indirecte, dans les conflits. Et donc, je pense que les deux choses vont très bien ensemble. Ma è pas facile. Lei parla di balance, di equilibrio, oui. Tra un equilibrio possibile se a un certo momento c'è anche una posizione di forza che ci impone delle scelte di campo. Altrimenti detto, sanzioni rispetto a capacità di trovare uno spazio di neutralità. Non c'è una tensione che non dipende. C'est clair, hein? Il n'y a rien qui n'a pas une tension. Et il est clair que la Suisse aujourd'hui, elle est beaucoup plus sous pression sur beaucoup de choses, hein? Elle est sous pression par rapport aux sanctions que l'Union européenne prend et les États-Unis prennent. Elle est sous pression sur la place financière. La Suisse, elle est sous pression sur les potentats. Elle est sous pression dans beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Moi, je ne nie pas qu'il y ait ces pressions et qu'il faut les gérer. Ce que je dis tout simplement, il faut être prudent comment les gérer. Et il ne faut pas nécessairement toujours penser que quand il y a des pressions, il faut quelque part réagir aux pressions. Des fois, il faut aussi expliquer pourquoi on ne peut pas faire certaines choses. Et beaucoup de pouvoirs politiques sont conscients que s'ils veulent maintenir quelque part le soutien de la population pour une certaine politique étrangère, à certains moments, on ne peut pas nécessairement suivre ce qui est logique ou ce qui est peut-être dans l'intérêt. Et donc, il faut expliquer que quand on peut suivre, je pense, il faut éviter les coûts qui ne sont pas nécessaires à l'économie, à la société suisse. Et quand on est dans des conflictualités, il faut peut-être à un certain moment expliquer que certaines choses, on ne peut pas les faire. Personne ne peut me faire croire que l'exportation de quelques chars a été une pression qui a été inventée par les Hollandais, les Danois et les Allemands pour les mettre sur la Suisse. C'est auto-créé pour créer un débat politique
Et puis le débat politique était celui qu'il était, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas non plus, quelque part, se laisser trop impressionner par une constellation de pression. C'est la raison pour laquelle je suis avocat aussi d'une diplomatie plus performante, n'est-ce pas? Quand on est sous pression, la diplomatie est là pour négocier la diminution de la pression. Ce n'est pas nécessairement pour tout simplement s'aligner à la pression. Et si on est convaincu, et si la population, le gouvernement est convaincu qu'il faut peut-être faire autre chose, c'est mieux de le dire, et de négocier des arrangements à partir des positions qu'on a, que tout simplement de faire le autonome Nachvollzug un peu sur toute question qui est décidée à Bruxelles. Encore une fois, je pense qu'il faut permettre ces espaces de négociation quand il y a tension. Pour moi, c'est ça l'importance, n'est-ce pas? Et des fois, je pense, on a cette tendance de dire, voilà, à Washington, on a décidé ça, à Bruxelles, on a décidé ça, la moyenne des deux, c'est ça, et puis on suit. Et je ne vois pas tellement d'intérêt à avoir une telle politique étrangère. Peut-être on arrivera à autre chose si on se donne la peine, le temps de négocier ce qui est mieux dans la perspective des pouvoirs politiques en Suisse. Et si on ne le fait pas, je crains qu'on aura le retour par des initiatives qui vont être plus restrictives et plus contraignantes que si on s'était donné un peu de temps à trouver des espaces de négociation. Aujourd'hui, 2 ans après le début de la guerre d'Ukraine, la grande majorité des diplomates européens sont à la recherche de gens qui peuvent parler aux Russes. Parce qu'ils reconnaissent que, voilà, ils sont toujours là, il faut leur parler, on a des intérêts communs, il faut trouver des chemins, et puis on n'en a plus, parce qu'on a rompu les ponts. Il ne fallait pas être trop imaginatif pour savoir que probablement les Russes vont encore être là un petit moment avec la politique qu'ils ont, et donc peut-être mieux était de maintenir certaines différences aussi sur le continent européen, de maintenir certaines ouvertures et possibilités de dialogue. Et je suis convaincu qu'on a un peu oublié ces perspectives par rapport au suivi presque automatique de position dans notre environnement immédiat. Avete la parola, lo ripeto, intervenite, ponete delle domande se ne avete. Questo... c'è una domanda? Sì? 2. Ma premetto che seguo con molto piacere il discorso di Peter Maurer, che è molto convincente. Però ci sono comunque certe domande che uno può farsi rispetto alla capacità della Svizzera di non semplicemente chiudersi, di essere aperta. E allora ho in mano questa edizione speciale della rivista Limes del 2011, che inizia con una bellissima intervista sua da parte di Lucio Caracciolo. E in questo capitolo lei dice: ma la Svizzera si differenzia dagli altri perché è costruita dal basso, che è una grande verità che bisogna sempre mantenere, e perché non ha una visione. E quindi, prima domanda,
lei dice ma dobbiamo essere capaci di dare qualche cosa anche noi nelle negoziazioni e quindi mi sembra un po' contraddittorio di andare a negoziare o a dare qualche cosa nelle negoziazioni senza avere una visione. Vuol dire che è cambiato il mondo dal 2011 a oggi. E una seconda domanda che è a specchio, una cosa che noi di Coscienza Svizzera condividiamo facilmente, le identità sono multiple, e lei dice no, c'è un'identità multipla che cambia secondo i problemi. E parlando di Europa, lei dice sì, quando vedo certi problemi io sono per l'Europa, che non è uguale a Unione Europea, per un'Europa che va fino alla Russia, e ci arriviamo, e però dice ma io vado fino anche a Vladivostok. Ecco, con quello che è capitato noi possiamo andare avanti e avere questa identità multipla anche nei riguardi del problema europeo, aspettando 10 anni, 20 anni, perché poi cambieranno le cose, se è vero che poi la storia risale e quanto noi dobbiamo alla Russia nell'Europa occidentale anche, o no? Oppure dobbiamo arrenderci, il mondo è cambiato, i rapporti di forza sono cambiati e quindi anche la nostra visione di Europa, ecco, ritorno al termine visione, mi sembra che siamo condannati comunque ad avere una visione e in questo caso dobbiamo anche avere il coraggio di esporla, altrimenti è una neutralità a riccio. Moi, je suis d'accord qu'il est préférable de savoir où on va. C'est peut-être ce que vous entendez par vision. Comme disent les Américains, if you don't know where to go, you will end somewhere else. On risque de se retrouver au mauvais endroit si on ne sait pas dans quelle direction y aller. Moi, je suis convaincu que ce pays, il a 2-3 éléments de culture politique qu'il est difficile de tout simplement balayer. Vous l'avez mentionné, c'est la construction de sociétés du bas en haut et non pas du haut en bas. Et je suis convaincu que cette manière de penser, conflit, conflictualité, aide, soutien à des problèmes internationaux, que c'est une originalité que le pays a à offrir et je l'ai constaté dans toutes mes professions que c'est une méthodologie, c'est une vision de méthodologie politique différente par rapport à beaucoup d'autres. Et c'est une vision très vivante parce que j'ai rencontré beaucoup de gens au monde qui se félicitent du fait qu'il y a un pays qui défend une autre manière de trouver des solutions politiques et qui pense qu'il faut peut-être d'abord réfléchir ce que les gens veulent au lieu de les convaincre de ce qu'ils doivent vouloir. Et je suis convaincu que c'est un élément de conviction politique et de vision politique que la Suisse peut partager d'une manière beaucoup plus proactive en politique internationale. Je suis d'accord avec vous que l'idée qu'on peut vivre ensemble avec et on peut être des personnes de multiples identités est aujourd'hui une vision qui est beaucoup plus vivante qu'on le pense. On a presque une obligation d'insister sur cette vision aujourd'hui parce que dans les conflits qu'on observe au monde, dans les déséquilibres, dans les instabilités, c'est partout et toujours la vision d'identité unique qui est prépondérante par la vision d'une société à multiples identités dans lesquelles on permet aux gens
d'avoir de multiples identités. Je suis suisse, bernois, tounois, je me sens à l'aise dans beaucoup d'endroits au monde, mais j'ai des multiples identités. Je suis professionnel, diplomate, mais je suis aussi autre chose. Et j'ai l'impression que cette société, elle reflète quelque chose qui est de valeur pour le monde. Et donc, il faut maintenir cette identité. Et sur la construction européenne, je dois franchement dire, n'est-ce pas, vu où l'Europe est aujourd'hui, mais c'était déjà ma vision il y a 20 ans ou 30 ans, je pense qu'il faut maintenir l'idée d'une Europe qui permet à multiples identités et multiples intérêts de coexister ensemble, n'est-ce pas? L'idée d'une Europe hiérarchique, bureaucratique, centralisée, je ne pense pas qu'elle vaille bien avec la culture politique suisse. Et si on n'est pas à l'aise avec cette vision, il faut négocier des compromis acceptables, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas non plus partager nécessairement notre vision quand on n'est pas convaincu qu'elle est la nôtre. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fin de compte, il y a presque une vision de politique étrangère en Suisse en sommeil. On la pratique, on l'a, mais on est peut-être pas suffisamment conceptuel à le présenter, à le promouvoir, à le défendre, à aussi participer avec confiance que le pays, avec ceux qu'il représente, avec ceux qui existent dans ce pays, peut avoir et peut jouer une contribution majeure, non seulement à la construction de l'Europe, mais aussi à la résolution de ces problèmes globaux dont je viens de parler. Et je pense, dans ce sens, je suis d'accord avec vous qu'il faut quelque part une vision. Là où je serais peut-être toujours un peu prudent, c'est, n'est-ce pas, des fois, les politiciens qui veulent jouer le temps disent qu'il faut d'abord avoir une vision avant d'agir. Moi, je pense qu'il faut d'abord agir et développer la vision en agissant et en faisant et en créant quelque chose. Et il faut échouer peut-être des fois avec sa vision et la corriger. Mm-hmm. Mais je pense que c'est peut-être la méthodologie de la vision qui me préoccupe des fois un petit peu. Mais dans l'ensemble, je suis convaincu aujourd'hui que si le monde va tellement mal, c'est aussi qu'on a quelque chose à contribuer. Et je pense qu'on le peut faire d'une manière plus réfléchie, plus déterminée, plus articulée, comme vous l'avez dit. Mais il faut aussi être, et c'est peut-être une autre caractéristique de ce pays, on peut être expérimental. Parce que qu'est-ce que fait le système politique suisse? Il essaye, à niveau des communes, des cantons, il essaye de trouver des solutions à des problèmes. Et si ça ne joue pas, on corrige, on refait. Et je pense que c'est ça la beauté. Je pense que cette conception, elle est quelque part mal communiquée et mal utilisée pour défendre les intérêts de ce pays qui quelque part, sont sous-valorisés presque, en cachant un peu et en nous mettant dans des positions où on croit toujours qu'il faut suivre ce que quelqu'un ailleurs a décidé.
Buonasera, grazie di questa bellissima conferenza, molto importante perché vengono fuori davvero i valori della diplomazia svizzera, che è arrivata, credo che tutti lo sanno, nei decenni passati là dove nessuno è arrivato alcune volte. Proprio io mi ricordo adesso non i casi concreti, ma insomma dove la Svizzera addirittura forse non aveva neanche una diplomazia, come dire, sul posto, ma fungeva come interprete, portatore di interessi di paesi che erano ritenuti paesi con cui non bisognava parlare. Però adesso le vorrei girare la domanda, ecco, non c'è, chiamiamola invasione, chiamiamola intervento, chiamiamola come l'hanno chiamata i russi, neanche guerra è un'altra parola, ma questa cosa avviene sui confini svizzeri per merito, piuttosto per demerito, della Germania, della Francia, dell'Italia. Ecco, perché oggi, mi sembra, almeno da quello che ne sappiamo noi, ci sono delle società intere, degli interi paesi che erano veramente neutrali, come ad esempio la Svezia e la Finlandia, dove non c'è stata, da quello che sappiamo noi, almeno da quello che so io, per quanto possa essere informato, una contestazione del volere aderire, ad esempio, alla NATO. Ecco. E io poi faccio anche questo altro esempio, naturalmente qui si può parlare anche dall'altra parte geografica della Moldavia, ma addirittura del Montenegro. Io ho avuto l'avventura di tradurre il libro del professor Andriašević in italiano, Storia del Montenegro. Io vengo dalla Croazia, quindi da quella parte dell'Europa, quindi qualcosa sapevo già, conosco la lingua, diciamo il Montenegro in realtà si parla ancora il serbo-croato, non esiste il montenegrino, ma a parte queste cose, in questo libro, nelle 200 pagine di questo libro, praticamente si espone per 180 pagine l'aderenza del potere montenegrino, che era un potere ecclesiastico e anche temporale insieme alla Russia, e poi si arriva al 2011 in cui un referendum, in cui l'asticella viene posta all'Unione Europea perché il Montenegro possa staccarsi dalla Serbia, dalla Serbia-Montenegro che era uno Stato unitario in quel momento, addirittura neanche al 50% più 1, ma al 55% più 1. Vince il referendum al 56%, il Montenegro, uno Stato piccolo di 600.000 abitanti, diventa autonomo e credo 2 o 3 anni dopo aderisce alla NATO. Loro sono ortodossi come i russi, hanno sempre seguito da questo punto di vista. Ecco, arrivando alla domanda, se ci fosse una pressione sulla Svizzera, sui confini della Svizzera, di una forza invasiva, pericolosa, eccetera, come la Svizzera potrebbe giustificare una sua neutralità assoluta, non la sua, ma quella che vuole il referendum magari proposto dall'UDC, no? Come potrebbe giustificare una richiesta di aiuto da altri paesi che le sono vicini e che magari la pensano abbastanza allo stesso modo, essendo completamente neutrale in questo caso qui, che sappiamo bene che è quello della Russia, ma nei confronti di altri paesi che si sentono minacciati, oltre all'Ucraina che è invasa. Grazie. Non, écoutez, moi j'aimerais peut-être d'abord être clair, n'est-ce pas? Je ne veux pas sous-estimer avec mon plaidoyer pour une diplomatie plus active, une négociation tout azimut. Je veux en rien quelque part faire la complaisance envers les politiques d'agression, de prise de territoire, d'invasion et tout ça. Je pense qu'on est très clair que ces politiques sont néfastes, ils sont déstabilisatrices, c'est dangereux, tout ce que vous voulez. Je pense la situation que vous décrivez, elle n'est pas fondamentalement, elle n'était jamais fondamentalement différente en histoire suisse, n'est-ce pas? On a toujours calculé avec le fait qu'à un certain moment, on pourrait courir le danger d'une invasion d'une force ou d'une autre, et c'est pour laquelle on avait toujours en temps de paix aussi des tractations, des négociations, des préparations, des exercices avec des forces et des pouvoirs qui nous paraissaient davantage dans l'intérêt du pays. Et donc, en fin de compte, rien dans notre environnement change fondamentalement
cette approche de politique étrangère et de sécurité de la Suisse. On est neutre, mais en même temps, on se prépare au cas où, et au cas où, on réfléchit qui pourraient être les alliances et les pays qui peuvent nous soutenir. C'est juste là, je pense, on avait déjà par le passé la recette. D'autres pays ont décidé différemment, on a vu, hein, c'est leur droit, c'est leur système politique qui quelque part, ont pris les décisions qu'ils ont prises. Mais je pense qu'il faut aussi éviter de penser que parce que la Finlande, la Suède, le Monténégro et d'autres ont décidé comment ils ont décidé, nous devons aussi décider comme ça. Je pense que les pays ont leur dynamique politique, il faut les lire, il faut savoir les pondérer, il faut voir dans quelle direction on veut aller. Je suis d'accord. Mais en fin de compte, tous ces exemples, d'abord, je ne nie pas qu'aujourd'hui, on est au retour de politiques de force qui sont de plus en plus considérées comme légitimes interventions dans le système international, et cela doit nous amener à considérer comment exactement ménager notre politique de sécurité et comment ménager nos intérêts dans ces situations. Il n'y a aucun doute, n'est-ce pas? Mais là encore, je ne suis pas convaincu qu'il y a une logique intrinsèque entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le devoir ou l'intérêt prépondérant d'adhésion à l'OTAN. On peut, mais on ne, et peut-être pas. Et il faut pondérer ces intérêts à la lumière des contextes et des situations. Merci. Velocemente, Franco Riti, lei diceva prima che la neutralità è cambiata tantissimo rispetto a prima, anche la politica internazionale è cambiata, sappiamo benissimo anche questo. Non crede lei che magari oggi, come la Società delle Nazioni negli anni '20, non crede oggi che anche l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia ormai obsoleta e vecchia, perché è nata da decenni della Seconda Guerra Mondiale? Quindi diritti di veto, impossibilità appunto di decidere e governare. Oggi, siccome ci sono diverse questioni sovranazionali che devono essere risolte non più a livello nazionale, mi viene in mente il terrorismo, il traffico di armi, di droga e delle persone, il cambiamento climatico, ricerca e sviluppo. Sono questioni che comunque non possono essere risolte o affrontate a livello nazionale, né dalla Svizzera né da un paese singolo. Su certe cose devono essere discusse a livello o continentale o addirittura mondiale. Quindi, secondo me, lei dalla sua esperienza pensa che magari si può arrivare prima o poi a un cosiddetto governo mondiale, Parlamento mondiale, dove non ci sia il diritto di veto, dove le decisioni si prenderanno a maggioranza, dove si discute tutti insieme, proprio perché lei diceva è importante discutere oggi a tavolino e non con le armi. Quindi mi viene da dire, la NATO è ormai vecchia, obsoleta, bisognerebbe eliminarla, perché sappiamo benissimo che se parte una guerra della NATO o di chiunque sia, distruggiamo il mondo. Quindi dobbiamo fare in modo di difenderci, cioè difendersi sì, ma solo se subiamo un'invasione, ma non andare ad attaccare gli altri. Quindi cos'è la sua esperienza? Lei pensa che possiamo, e il futuro dovrebbe essere questo, altrimenti non so. Bon, d'abord, si je comprends bien, je suis d'accord avec vous
que beaucoup d'institutions multilatérales, et je l'ai essayé de le dire tout au début de ma présentation, que beaucoup d'organisations internationales telles que l'ONU, je dirais même l'OTAN aussi, mais l'ONU surtout, ne sont pas structurées d'une manière à trouver facilement des solutions aux problèmes. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi parce qu'elles ne reflètent pas les réalités de pouvoir telles qu'elles se présentent au monde. Ça, c'est surtout droit de veto, composition du Conseil de sécurité. Il y a des domaines multilatéraux qui au moins fonctionnent un tout petit peu. On le voit par les jours maintenant à Dubaï avec le changement climatique. Au moins, il y a un endroit où tous ceux qui s'occupent de changement climatique peuvent se voir. Mais je suis d'accord avec vous que quelque part, il y a une vieillesse de ces organisations et il y a une contestation de leur légitimité, surtout pour s'occuper de questions de conflit. Dans d'autres, ça va encore un peu mieux dans les grandes questions telles que le changement climatique. Ils ont réussi à avoir une plateforme crédible de dialogue et de décision. Mais d'autres, pas. Et ce que nous voyons aujourd'hui, que c'est les organisations alternatives se créent, mais n'ont pas eux-mêmes encore la légitimité de prendre des décisions. Et donc, on est dans une phase de transition du multilatéralisme. Le multilatéralisme, un peu, très franchement, contrairement à ce que Antonio Guterres dit souvent, pour moi, ce n'est pas le futur du multilatéralisme. Ce qu'il faut essayer de concevoir, c'est le multilatéralisme dans le futur. C'est un autre multilatéralisme. On ne peut pas tout simplement prolonger les institutions telles qu'elles existent. Et aujourd'hui, nous avons, et ça c'est un peu mon expérience, n'est-ce pas, il y a quand même, les nouvelles technologies nous permettent des systèmes de communication, des plateformes, des réseaux professionnels qui se mettent ensemble à niveau global et qu'il ne faut pas sous-estimer dans leur capacité de construire une autre gouvernance que celle qui existe. La défaillance de notre gouvernance globale aujourd'hui, c'est en fin de compte que toutes ces organisations représentent que les États. Ils sont des représentations d'États. Et si les États ne sont en eux-mêmes pas représentatifs parce qu'ils ne donnent pas de voix à leur population, les structures font défaillance aussi parce que les gouvernements, en fin de compte, ne représentent pas vraiment leur société. Et je pense, dans ces situations, inévitablement, on est en train de vivre une période intermédiaire dans laquelle il y aura covivence de beaucoup de structures. Celles anciennes qui sont encore là et qui essayent de se transformer, de se moderniser, mais il y a beaucoup de structures alternatives. Aujourd'hui, je dois dire que la plupart des solutions concrètes que j'ai vues aux problèmes se passent en dehors de ces structures. Se passent en plateforme électronique, en réseau professionnel. Je vous donne un ou deux exemples pour juste montrer, n'est-ce pas? Quand par exemple, on a des questions et des problèmes d'eau et d'approvisionnement d'eau dans beaucoup de pays au monde, ce n'est pas la conférence de l'ONU qui va vraiment changer, mais c'est plutôt le réseau des spécialistes en eau, qui est un réseau global où on peut puiser dans les compétences des professionnels pour trouver des solutions. Alors, juste un exemple que je vous donne, c'est pour illustrer, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, il faut
il faut concevoir qu'on entrera à une phase, je ne sais pas, de 5, de 10, de 20 ans, qui sait, dans lequel il y aura coexistence et convivence de beaucoup d'essais de gérer les problèmes internationaux. Et je pense dans la tendance, les organisations qui seront bâties sur des privilèges de quelques pays ou qui seront bâties sur la composition que de pays membres et non pas de sociétés, d'économies, de professionnels, elles vont avoir beaucoup de peine. Parce qu'ils ne vont pas refléter la réalité des problèmes. Hein. On le voit chaque jour avec aussi la manière dont les grandes industries et les grandes compagnies se comportent. Ils ne se voient plus comme des membres d'un pays. Ils se voient comme des acteurs autonomes dans le système international, n'est-ce pas? Elon Musk, il n'est pas d'abord américain et il ne se sent pas nécessairement représenté par le président américain. Il est Elon Musk et il représente Tesla. Et il y a au moins 20 compagnies au monde qui ont un chiffre d'affaires plus grand qu'une trentaine de pays au monde ont un produit national brut. Mais aussi l'ingénierie des problèmes, ça viendra de sociétés plus vivantes. Et je pense en effet que on ne peut pas prédire l'avenir, n'est-ce pas? Mais ce que je voulais vous dire aussi par le fait que les questions de gouvernance deviennent de plus en plus pressantes, c'est en fin de compte que tout le monde qui représente une organisation aujourd'hui est conscient que cette organisation, elle reste quelque part fragmentaire, elle a des difficultés à être l'endroit légitime où on discute de politique étrangère. Et cet endroit n'existe pas pour le moment, il doit se créer. Et il doit se créer d'éléments vivants. Et je pense c'est un peu ce que, en partie, la Suisse a commencé à faire dans le réseautage scientifique, n'est-ce pas? La Suisse a beaucoup investi dans les réseaux de sciences et scientifiques. Et c'est une composante intéressante et importante d'une gouvernance future. Donc, je pense qu'il faut vivre avec le fait qu'on va trouver des solutions en dehors des pays, que l'intergouvernemental en soi ne va pas résoudre les problèmes et qu'il faudra des systèmes plus complets qui représentent davantage les différentes composantes de société et qui mettent les compétences ensemble. Et comment on va le faire, je pense que ça va se faire par expérience, par création, par ingénuité, par initiative de quelques-uns. Et la Suisse doit trouver quelque part une manière de gérer ce nouveau monde. Personnellement, je suis convaincu qu'elle est uniquement placée pour mieux se défendre ou mieux bouger dans ce monde que d'autres pays. Parce qu'elle est ancrée davantage dans la société, elle est plus participative. Et donc, ce sont tous des éléments qui, si je vois bien, ont de plus en plus d'importance aussi dans la gestion des relations internationales. La gestion des relations internationales, elle ne peut pas se faire dans la diplomatie traditionnelle, dans la diplomatie des États. Les États vont être une composante, mais il faut chercher davantage. Ci ha anticipato, credo, un plaidoyer anche per la sua odierna attività nel Basel Institute on Governance. Certo, sì, parce que je vois de plus en plus que... Je vous donne un exemple qui est intéressant. Il y a quelques semaines, j'ai passé 4 ou 5 jours à Dubaï, où le World Economic Forum a convoqué 30 groupes
d'experts sur 30 sujets différents de l'intelligence artificielle aux nouveaux produits financiers un peu pêle-mêle, les 30 problèmes les plus importants au monde. Et dans la réunion finale, quand les groupes ont rapporté quels étaient les sujets principaux dans leur domaine qui connectent aux autres, à peu près 27 des groupes sont revenus pour dire on est coincé sur les problèmes de gouvernance. On ne sait pas comment l'avenir de l'intelligence artificielle, des marchés financiers, de la science est gouverné. Comment on va gérer ce monde, ces innovations. Et c'est intéressant et c'est un signe intéressant. Il y a encore 5 ans, on aura eu 30 récits déconnectés où chacun aurait dit quel est le problème que j'ai en tant que chercheur de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le chercheur de l'intelligence artificielle vient pour dire écoutez, je sais à peu près ce que c'est l'intelligence artificielle, mais j'ai aucune idée comment on gère le rapport entre l'homme et la machine. Et à quel moment et selon quel système normatif devrons-nous gérer cette relation? À quel moment les machines vont prendre la mainmise sur l'homme et comment on va insérer, si c'est ça l'idée qu'on a, de contrôle de l'être humain des machines. Et donc, c'est des questions fondamentales. Et la même chose sur les marchés financiers, les nouveaux produits, la même chose sur toutes les autres thématiques. Et je pense c'est en partie moi, je n'ai pas mentionné l'Institut, donc je ne veux pas faire quelque part être l'avocat d'un institut, mais je veux être l'avocat d'une thématique. Et je pense qu'on doit prendre connaissance d'un monde qui est très déstructuré, où il y a très peu d'orientation et où les orientations doivent être créées, doivent être cherchées. Et c'est ça ce qu'on dénomine comme des problèmes de gouvernance, n'est-ce pas? Qui doit être à la table pour décider d'une manière légitime de comment on va gérer ces problèmes? Et on ne va pas le faire en mettant tout simplement des gouvernements qui auront des difficultés à comprendre 3/4 des choses. On ne va pas mettre des scientifiques seulement qui auront des difficultés à comprendre les sociétés. Donc, il faut ces aspects multistructures et multi-stakeholder qui se mettent à table et qui commencent à dialoguer de ces problèmes. Et encore une fois, pour en revenir à la Suisse, je pense la Suisse était plutôt un pays qui, pendant la phase où les institutions, les États centraux ont dominé le monde international, a eu ses difficultés. Quelque part pour se trouver à l'aise avec ce monde des rois et des bureaucraties et des institutions. Alors que c'est une société très vivante qui peut être, je ne veux pas surestimer le rôle modèle, mais quand même qui, par la manière de fonctionner, peut trouver aussi des idées, comment on peut gérer un espace, comment on peut consulter les gens, comment on peut être à l'écoute des besoins, comment on peut trouver les solutions sur mesure et non pas confectionnées. Et ce sont tous des qualités que je vois plus importantes dans le monde de l'avenir et je vois moins d'importance auprès des anciennes institutions que Macron a déjà déclarées cliniquement mortes, mais
peut-être d'une manière un peu précoce. Alors, je pense que ces institutions vont encore continuer un bon moment. Mais il faut peut-être aussi savoir valoriser ce qui existe dans d'autres perspectives. Vasto sujet, n'est-ce pas? Oui. C'è una domanda, Mauro? Volevo solo esprimere un pensiero un po' scettico, un po' pessimista su questa visione di una governance alternativa alla collaborazione tra stati e nazionali. Perché in effetti quel che riscontriamo oggi nel mondo è che questa visione di una governance fatta da professionisti, da NGO, eccetera, è una visione molto occidentale. Ovunque altrimenti nel mondo, abbiamo visto l'evoluzione in Russia, in Cina, eccetera, è quella invece di rafforzare il potere nazionale che oggi limita anche dei contatti e delle collaborazioni che prima esistevano in questi settori. Quindi mi chiedo se alla fine, se al posto della parola governance usiamo il sinonimo potere, no? Perché alla fine si tratta di potere, se non siamo confrontati con una realtà dove invece il potere sempre più autocratico di sempre più stati, sempre più importanti a livello globale, non fa di questa governance alternativa in fondo un'illusione occidentale. Moi, je ne pense pas que c'est une vision occidentale. Elle n'est pas une vision de grande puissance. Là, je suis d'accord avec toi, Mauro. Elle n'est pas une vision de grande puissance parce que les grandes puissances ont d'autres visions de pouvoir. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis quand même surpris combien cette vision est une vision beaucoup plus répandue dans le Sud. En fin de compte, j'ai toujours eu l'impression que cette vision très suisse du pouvoir local qui se construit en pouvoir régional, national, est une vision tout aussi africaine que suisse européenne. Et elle est une vision aussi dans d'autres régions du monde. Donc, je ne dis pas que c'est la réalité. J'ai parlé en termes de vision pour la politique étrangère de la Suisse à la lumière de développement important qui se dessine à l'horizon. Donc, je ne veux pas être l'illusionniste qui défend une vision qui est quelque part hors sol par rapport à ce qui est en train de se passer au monde. Et je ne sous-estime pas les tendances autoritaires, les tendances d'introspection, les tendances de renforcement du pouvoir, les tendances d'exclusion. Mais en même temps, je vois qu'il y a des alliés ailleurs aussi. Et donc, ça, c'est quelque part un peu aussi l'essence de ce que je veux communiquer, n'est-ce pas? Il faut chercher les alliés là où on les a. Les alliés ne sont pas nécessairement dans les pouvoirs centralisés. Les alliés sont peut-être ailleurs. Et quand on regarde les alliés qui sont ailleurs, il y en a quand même, il y en a quand même passablement dans le monde, hein? De gens qui pensent que les choses doivent aller d'une manière différente, qui veulent donner un poids différent à la société, qui veulent donner un poids différent aux entités locales, qui veulent donner un poids différent aux perspectives professionnelles, aux communautés d'intérêt, aux communautés de pratique. Cette réalité, elle existe aussi. Et donc, elle est une réalité qui donne beaucoup d'options à un pays comme la Suisse. Qualche altra suggestione da parte vostra? Se no, una domanda molto, come dire, molto terra-terra. A questo momento di ricerca e di riflessione, di scoperta
dovrà seguire comunque un momento di normativa. Chi è che farà questo lavoro? L'interlocutore sono istituzioni statali, sono istituzioni che immagino non cambieranno nel tempo, perlomeno in un tempo prevedibile. Oui, je pense aussi que les États vont encore être avec nous un bon moment. Espero. Et que c'est peut-être pas si mal que ça, que les structures existent, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que les structures devront, et je pense qu'il faut se féliciter s'ils le font, devront avoir une autre relation et développer d'autres relations avec d'autres centres de pouvoir, d'autres relations avec le monde économique et financier, d'autres relations avec la société civile, d'autres relations avec les réseaux professionnels. Et je pense encore une fois que les technologies aujourd'hui nous permettent une interaction plus importante. Donc, on revient un peu peut-être à un rôle aussi de l'État qui peut être une plateforme sur laquelle les gens viennent ensemble pour discuter des choses et non pas nécessairement tout simplement un pouvoir exécutif qui est en train de gérer un pays, une institution, un problème. Et je pense qu'il est important de garder ces perspectives ouvertes. Moi, je ne suis pas l'anarchiste du type argentin, n'est-ce pas? Je pense que les États ont des fonctions importantes, mais je pense aussi que les organisations internationales basées sur les États membres ne vont pas réussir s'ils ne vont pas entrer en collaboration différente avec des réseaux, des plateformes et développer des échanges différents. Et je pense que c'est là le constitutionnalisme qui va se faire. Il va se faire autour de problèmes. On le voit peut-être le plus clairement dans les problèmes de changement climatique, n'est-ce pas? Je trouve intéressant qu'il y a quelque part un nombre absurde de délégués qui se rencontrent à Dubaï. Et peut-être il y aura plus de Dubaï dans l'avenir, parce qu'il y aura plus de communautés d'intérêt qui veulent avoir leur voix à la discussion et la résolution de conflits et de problèmes. Et donc, encore une fois, je vois mal que la prochaine charte des Nations Unies soit décidée dans ce hall au East River new-yorkais entre 196 États membres qui vont décider que dans l'avenir, on va faire comme ça. Je pense que c'est quelque part pas le monde qui aura la crédibilité de faire ce qu'il prétend de faire. Et donc, c'est ça toute la difficulté aujourd'hui. On peut difficilement imaginer quelque part ce moment constitutionnel. Il faut accepter le fait qu'on est dans une phase d'insécurité, d'imprévisibilité. Mais là où on a 2 ou 3 choses assez intéressantes à offrir, c'est la manière de construire un consensus politique, c'est la manière de bien l'ancrer dans les communautés, dans le fonctionnement des communautés. Et encore une fois, Mauro, je suis surpris combien de sociétés demandent aujourd'hui aussi d'avoir ces voix, d'avoir ces articulations, d'avoir ces possibilités de consultation, d'inter-échange. Et encore une fois, je
je ne suis pas aventurier par rapport aux interprétations. Je ne pense pas qu'il faut tout simplement laisser nos valeurs anciennes de côté et puis construire un monde nouveau. Ce n'est pas comme ça que les choses se font. Je suis historien et je crois profondément que les institutions, les terminologies, les concepts, ils évoluent, ils sont combinés d'une manière différente, ils s'adaptent aux problèmes et c'est cette évolution qui est importante. Et je pense qu'il faut penser davantage aujourd'hui la politique étrangère d'un pays comme la Suisse en dehors des concepts et des questions traditionnelles qu'on se pose. Je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment très important si oui ou non demain on est membre ou non membre de l'Union européenne. Il faut trouver un arrangement avec l'Union européenne. Je pense que ce n'est pas important si on est membre de l'OTAN ou pas membre de l'OTAN. Il faut quelque part lire les réalités sécuritaires en Europe et quelque part réfléchir quels sont nos intérêts et puis agir d'une manière correspondante. Il faut voir quels sont les problèmes globaux qui ont un impact sur la société suisse. Qu'est-ce qui préoccupe les populations? Il faut définir la politique étrangère comme un instrument qui, quelque part, essaye de trouver au moins une partie de solution pour la population qu'on représente. Et c'est cette conception dont je me fais avocat et c'est la raison pour laquelle des fois je pose un peu différemment les questions et les problèmes quand on discute politique étrangère de la Suisse et quand je suis sollicité à m'exprimer sur la politique. Grazie mille. Io ho perso un po' il controllo del tempo, grazie di me che ore sono. Allora terminiamo. La ringrazio, uno sguardo lucido, realistico, ma nel contempo ottimistico. Sempre, sì. Sì, voilà. Mille grazie per questo. Grazie tanto.